Sur le contenu du film, il était clair qu'on devait travailler d'après les études de Dougal Dixon, qui donc a fait des réflexions sur l'évolution des créatures, mais projetant dans l'avenir, après avoir étudié l'évolution des animaux disparus dans le passé. Le spectacle lui-même devait être quelque chose d'assez immersif. En fait, on a une famille, on découvre une famille, ensuite on focalise sur l'enfant qui lui est menacé, qui fait des rencontres pour ensuite à la fin retrouver sa famille. Et à travers ce petit parcours, on découvre non seulement des lieux à des profondeurs différentes, mais également les autres animaux qui peuplent cet univers, que ce soit des protagonistes réellement importants, type le Jabberwocky qui joue le rôle du méchant, ou le lézard qui joue le rôle du copain du bébé. Une fois que le scénario a été storyboardé, il a fallu donc trouver un rendu plastique qui satisfasse à la fois Dixon et les clients japonais. Ça n'a pas été simple. Pour ce faire, j'avais déjà travaillé avec un personnage assez étonnant qui s'appelle Daniel Kako, qui est un plasticien, un type qui a une science de la couleur, de l'image, et qui a travaillé avec moi pendant un temps donné pour pouvoir donner toute une série de modèles bibles des différentes scènes, avec les couleurs, avec les ambiances, qui devaient servir ensuite à Violaine, qui s'est occupée de cette transcription en images de synthèse, de guide. Pour les gens qui n'avaient jamais plongé, oui, ça a apporté sûrement quelque chose. C'est déjà de voir à quoi ça ressemblait. Et surtout de regarder les mouvements dans l'eau, en fait. Parce que c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas du tout évident. Et qu'au niveau des... Je sais qu'avec les animateurs qui n'ont pas été en Égypte et qui n'avaient pas plongé, en fait, il y a eu pas mal de... Pas des gros problèmes, mais il aurait fallu leur expliquer longtemps de faire attention dans les mouvements, parce qu'on avait des mouvements qui n'étaient vraiment pas réalistes dans l'eau. Au point de vue des couleurs et des ambiances, pour parler avec les infographies, c'était plus facile aussi. C'était dire, tu te souviens, on a vu ça à tel endroit quand on a plongé, imagine un peu la même chose, la lumière qu'il y avait là, est-ce que tu te souviens des couleurs, des gorgones, des choses, enfin Donc je pense que ça nous a beaucoup aidé, oui. C'est jamais designé au hasard, il y a toujours une raison pour que ce soit comme ça. En ce qui concerne le Seabird, par exemple, il faut que ce soit une petite bombe aquatique. Donc toute sa carrosserie a été faite de telle sorte qu'il soit vraiment extrêmement rapide sous l'eau. Des ailes assez courtes pour pouvoir nager très rapidement, des pattes assez puissantes à l'arrière pour pouvoir changer rapidement de direction. Nous avons modifié un animal important en cours de route, c'est-à-dire le Jabberwocky, parce qu'il n'avait pas à l'origine une forme qui lui permettait d'être crédible en tant que nageur rapide. Et comme c'était le prédateur, on a transformé les lignes du corps pour le rendre plus crédible en tant que quelqu'un de vraiment menaçant. C'est un genre de compromis entre le phoque et la loutre qui avait un caractère très particulier. C'est celui de d'abord apparaître comme un personnage gentil et attachant avec qui on a envie de jouer, puis tout d'un coup, quand il attaque, à changer complètement de physionomie et de devenir très méchant. On a animé toutes nos créatures avec notre logiciel maison qui s'appelle Appia. Et là où on a apporté un plus à ce logiciel, c'était dans tout ce qui était gestion de l'enveloppe peau des animaux. C'est-à-dire que tous les effets, on les a réglés à l'aide de graphes qui ont permis de mieux gérer la disposition des points et éviter toutes les interpénétrations de points, de peau, de plis, de déchirures. La deuxième amélioration qui a été faite sur ce logiciel, c'est au niveau de l'interpolation. C'est-à-dire que maintenant, on a réussi, essentiellement pour les différentes poses des têtes des créatures, on a pu animer les interpolations indépendamment des positions de l'animal.
Sur ce film, on a développé un outil temps réel qui permettait, juste après les corrections d'animation, de pouvoir visualiser très vite la scène et de pouvoir revenir sur tous les petits détails pour améliorer justement les défauts d'animation. Pour les bancs de poissons, Nicolas a donc écrit un logiciel qu'il appelle Haddock, qui est de l'animation comportementale. Le plus difficile, c'est dans la durée d'un plan d'obtenir toujours l'effet qu'on souhaite. Parce qu'on peut déclarer des comportements, dire il réagit de telle ou telle manière, mais à certains moments, on ne maîtrise pas forcément ces données-là. Et malgré tout, ce logiciel traite de l'animation du début à la fin d'un plan. Donc il ne s'agit pas de s'arrêter en plein milieu et de recommencer. Donc en fait, on a fait un certain nombre d'aménagements pour que Raphaël puisse, en cours de plan, pouvoir un peu reprendre la main sur l'animation, pouvoir un peu réadapter à la situation présente les comportements, de manière à suivre au mieux le scénario fixé. Cet effet de rayonnement qui bouge dans l'eau, ça donne de nouveau un volume à l'eau, ce que j'avais peur qu'on n'ait pas, c'est-à-dire qu'il y ait une matière à l'eau, que vraiment on ne se sente pas dans l'espace ou dans l'air, enfin, ou dans un gaz ou dans autre chose, mais vraiment qu'on sente la matière de l'eau. Et je pense qu'on a réussi grâce au volume rendering en partie. On était un peu à la découverte parce que les ingénieurs de chez Wavefront utilisent certains cas pour tester, mais nous, nos cas ne ressemblent absolument pas aux leurs. Tout à coup, on met ça en production, on met ça en machine, on met un scénario derrière, des couleurs dessus, etc. Et donc là, vraiment, il y a eu un moment où on a hésité, le mettre ou pas le mettre, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver. Mais finalement, bon, avec leur aide et notre travail, les deux mélangés, à un moment, on s'est dit, bon, c'est bon. Comme le film, au début, devait pas être en relief, et en fait, non seulement ne devait pas être en relief, mais devait rester avec des objets dans la taille écran qui soit à leur taille réelle. On avait des animaux qui étaient énormes, le plus gros bestiau doit faire 45 mètres, ce qui fait que celui-là, on ne peut absolument pas le faire sortir de l'écran parce qu'il est beaucoup trop gros. Dès qu'il sort de l'écran, il coupe les bords, et quand on coupe les bords en relief, ça ne marche pas du tout. Ça fait un effet très bizarre. Donc on a eu pas mal de problèmes avec ça, et comme tous nos animaux étaient assez gros, en fait, on a été obligé de faire des poissons spéciaux, des petits poissons qui pouvaient sortir vraiment de l'écran pour pouvoir avoir des effets de relief. La projection est prévue en HDVS, avec 2 projecteurs HDVS, des filtres polarisants, et sur un écran qui fait un peu plus de 8 mètres. Donc énorme. C'est la première fois que je n'ai pas fait la direction artistique en suivi. Et le travail qui est fait me plaît. C'est-à-dire que je trouve très intéressant qu'on puisse effectivement trouver cette délégation sur l'artistique, ce qui n'était pas évident au départ, parce on considère tout le temps les artistes ou les créateurs comme des gens uniques. Non, c'est pas vrai. On peut arriver à donner un relais, et ça, on vient de le prouver. La collaboration avec le client, son agence et sa boîte de production ont été excellentes. Ceci a énormément bénéficié au film. Les conditions étaient réunies cette fois-ci pour qu'on puisse finir d'une façon convergente vers le même but.